Hey Hall, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de l'une de mes chouchoutes de la Ve République et surtout de la Macronie, Amélie Oudéa-Castéra. Le fil conducteur de cette vidéo, ce sera de se demander si Amélie Oudéa-Castéra est trop bourgeoise codide pour faire de la politique. Vous êtes des enfants de bourgeois! Des enfants de bourgeois! Faut vraiment passer par son parcours pour comprendre si Amélie Oudéa-Castéra était réellement destinée à faire de la politique et si une image comme la sienne colle avec celle d'une personnalité politique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un problème de communication de la part de ses équipes? Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que j'avais fait une vidéo de 1 minute sur ce sujet qui a fait son mini buzz et j'ai été reprise de partout. S'il vous plaît, quand vous reprenez mon analyse, mentionnez-moi ou au moins rajoutez un peu du vôtre. Donc, pour mettre les droits d'auteur, je vais faire une longue vidéo, comme ça vous saurez que si quelqu'un a cette analyse, c'est signé Olivia Politique. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire la biographie d'Amélie Oudéa-Castéra. Comment en est-elle arrivée là? Amélie Oudéa-Castéra naît le 9 avril 1978 dans le 14e arrondissement de Paris. Attention, il y a 2 14e arrondissements, je vous vois venir. 14e arrondissement, Porte de Vanves et 14e arrondissement d'Enfer Rochereau. On voit à peu près là où elle a dû naître. Amélie Oudéa-Castéra faire sa scolarité dans le public. Elle va partir à Victor Duruy dans un lycée du 7e arrondissement de Paris et à Jean de La Fontaine, un lycée du 16e arrondissement de Paris. Pourquoi avoir choisi ces établissements en particulier? C'est parce que Amélie Oudéa-Castéra était une jeune sportive. Mai 1997, Amélie Castéra a 19 ans. Elle est championne de tennis et décide brutalement d'arrêter sa carrière. Avant d'arriver au ministère des Sports, à la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra a performé et a eu plusieurs prix au niveau du tennis en tant que jeune. Je pense que c'était de ses 14 ans à ses 18 ans. Elle va très vite comprendre que elle ne pourra pas forcément en faire sa carrière et va donc se tourner vers les études, suivre la carrière de ses parents son père était un haut fonctionnaire et le directeur de Publicis. Elle va donc avoir une licence de droit à la Sorbonne, elle va par la suite faire Sciences Po Paris et aussi l'école de commerce l'ESSEC pour enfin intégrer l'ENA. Ce qui est extrêmement important et intéressant, c'est qu'Amélie Oudéa-Castéra était dans la même promotion qu'Emmanuel Macron à l'ENA, la promotion Léopold Senghor. Mais ce n'était pas la seule femme ou personnalité politique à avoir performé en politique. Il y avait aussi Boris Vallaud, le mari de Najat Vallaud-Belkacem, Ganzer, qui était aussi l'un des conseillers de François Hollande, Pape Ndiaye. On appelle vraiment la promotion Léopold Senghor la promotion de l'excellence en politique. Après avoir fini sa formation à l'École nationale d'administration, Amélie Oudéa-Castéra va se tourner vers la Cour des comptes où elle sera magistrate. Elle va aussi se marier à Richard Castéra, qui sera le conseiller de Nicolas Sarkozy. Amélie Oudéa-Castéra va rejoindre les rangs de l'ENA en 2004. Et à partir de 2008, elle va prendre la tête de la direction digitale de la société AXA. De 2018 à 2021, elle va prendre la direction de Carrefour Digital. Et de 2021 à 2022, elle va prendre la tête de la Fédération française de tennis. Et c'est là, en 2022, que son nom commence à circuler pour prendre la tête du ministère des Sports. Durant la première campagne d'Emmanuel Macron pour son élection en 2017, elle était son porte-parole de campagne pour la thématique sportive. Donc Amélie Oudéa-Castéra et Emmanuel Macron avaient toujours gardé cette relation, on va dire, post-école, post-ENA. Lise vraiment le parcours d'Amélie Oudéa-Castéra en reprenant au ministère du Sport quand elle était sous le gouvernement d'Elisabeth Borne. Il y a eu, on va dire que le problème, c'était pas forcément sa personnalité, mais il y avait eu énormément d'affaires. Comme par exemple la finale de Champions League de football qui avait été une véritable catastrophe
au Stade de France. Et dans ce propos liminaire, commencer par réexprimer nos regrets pour les personnes dont la soirée a été gâchée samedi soir et pour ces 2700 supporters de Liverpool qui, alors qu'ils avaient validement acheté leur ticket, ont été privés de ce beau match. Je vous l'ai dit, je m'inscris devant vous dans une démarche avec le ministre de l'Intérieur de totale transparence, mais aussi de responsabilité. Elle a donc dû rendre des comptes avec Gérald Darmanin, on s'en souvient, les personnes qui passaient n'importe comment, etc., les supporters anglais qui en voulaient à la France, et ça a créé un scandale diplomatique. Elle a été empêtrée dans toutes ces affaires, mais aussi dans les affaires avec la Fédération française de football et Noël Le Graët qui a même porté plainte contre Amélie Oudéa-Castéra pour diffamation. Noël Le Graët, compte tenu des manquements analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillances accentuées par une consommation excessive d'alcool, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Il y avait vraiment ce côté assez solide d'Amélie Oudéa-Castéra, une femme qui connaissait ses dossiers, qui avait de la légitimité ayant été elle-même jeune sportive dans sa jeunesse, mais aussi qui avait été à la tête de la Fédération française de tennis. C'était une année, mais une année déjà qui lui a permis de se tisser un réel réseau. Le problème avec Amélie Oudéa-Castéra va vraiment arriver quand elle va prendre la tête du ministère de l'Éducation nationale. Janvier 2024, c'est l'avènement pour Gabriel Attal qui devient le plus jeune Premier ministre de France. On s'attend à un gouvernement pimpant, étincelant, qui nous emmène un peu à gauche, à droite. Et Emmanuel Macron aurait proposé à Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra au ministère de l'Éducation nationale, en plus du ministère des Sports. On a eu un Gabriel Attal, selon les dires, qui était assez réticent. Et c'est là qu'on rentre dans l'aspect Amélie Oudéa-Castéra, trop bourgeoise codide. Le ministère des Sports, déjà, il faut le dire, c'est un ministère assez populaire, d'accord? On n'attend pas forcément, quelqu'un qui a fait sa scolarité à Victor Duruy, profil assez technocrate, celui d'Amélie Oudéa-Castéra. C'est quelqu'un qui est issu des hautes sphères de la fonction publique, d'accord? C'est pas, elle a peut-être été sportive dans sa jeunesse, mais c'était à peu près de ses 14 ans à ses 18 ans où elle a vraiment excellé, mais elle a pas forcément continué, elle a pas forcément touché à ce sport-là. Et bon, le tennis, c'est pas le sport le plus populaire, c'est pas le football non plus. On va se dire la vérité. Donc, il y a eu une certaine forme de réticence de la part de Gabriel Attal dans le choix d'Amélie Oudéa-Castéra. J'ai envie qu'on raconte ça à Gabriel. Il y a des enfants scandaient son prénom. On ne savait pas encore forcément pourquoi, mais on va analyser les différentes gaffes d'Amélie Oudéa-Castéra. Alors, tout a commencé déjà lorsque on a demandé à Amélie Oudéa-Castéra pourquoi est-ce qu'en tant que ministre de l'Éducation nationale, elle avait mis ses enfants dans un établissement privé, Stanislas. On va aller sur le champ du personnel. Eh bien, allons-y. Moi, je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas. Je vais vous raconter brièvement cette histoire. Celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, d'aller chercher une solution différente. Cette question n'est pas anodine. C'est limite le baptême du feu. C'est limite le baptême de l'air avec les journalistes. On avait posé la question à son prédécesseur, qui était Gabriel Attal. Quelle légitimité avait Gabriel Attal, étant donné qu'il n'avait jamais été dans l'école publique? Donc, comment est-ce qu'il peut connaître les dossiers de l'école publique et ce dont a besoin l'école publique? Gabriel Attal s'était assez dépatouillé, il avait essayé de chercher, mais il avait fait tête basse.
Pareil pour Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, on a reproché à Pape Ndiaye d'avoir mis ses enfants dans le privé et en plus de ça, de les avoir mis à l'Alsacienne. Tant mieux pour vous, vos enfants sont dans une merveilleuse école, tranquille, ouatée, protégée. Et les autres, les autres, vous allez vous en occuper comme il faut. Surtout, ne pas frayer avec évidemment les salauds d'un peu partout, mais dans les ZEP, dans les LEP, papa. Il faut comprendre, si vous voulez, que on va dire l'Alsacienne, c'est le Stanislas, mais Stanislas bobo. Vous voyez, bourgeois, bohème, un peu gaucho, artistique. Et Stanislas, c'est, on va dire, l'Alsacienne, mais assez réactionnaire, vieille France, etc. Et Pape Ndiaye avait fait bloc, c'est-à-dire, là, on parle de la scolarité de mes enfants, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Une affaire autour de ça, voilà, ça a duré peut-être 1 ou 2 semaines, on a clos le dossier et c'est terminé. Il se dirait que Gabriel Attal aurait dit à Amélie Oudéa-Castéra, ne rentre pas dans ce jeu-là. Si on te pose la question sur l'école privée, tu ne réponds pas, tu bottes en touche. Je pense que voilà, Amélie Oudéa-Castéra, parce qu'elle passe quand même voilà du ministère des Sports, qui est un ministère assez populaire, etc., un ministère régalien. On sait très bien que ça boxe l'éducation nationale. On connaît les syndicats. C'est pas pour les petits joueurs quand tu vas à l'éducation nationale. Donc je pense que voilà, elle s'est sentie investie d'une mission. Avant de stigmatiser les choix des parents d'élèves, il est important de rappeler que l'école, c'est celle de la République et que la République travaille avec tout le monde dès lors que on est au rendez-vous, voilà, de cette exigence et de ces valeurs. Et c'est là que tout a commencé. Amélie Oudéa-Castéra va dire que elle avait opté déjà pour l'école publique pour ses enfants, mais que malheureusement, il y avait eu trop d'absence de l'enseignante, donc elle a mis ses enfants dans le privé. Et c'est là que la première vague, que le premier Amélie Oudéa Gate est sorti. Donc, après la sortie d'Amélie Oudéa-Castéra, vous connaissez les professeurs. Vous connaissez les professeurs, surtout les professeurs, de l'école publique. Syndicats et enseignants attendaient ce mardi matin la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Amélie Oudéa-Castéra a tenté d'éteindre la polémique autour de la scolarisation dans le privé de ses enfants. Un choix et une justification qui ne passe toujours pas pour les syndicats. Enseignante qui a été accusée à tort par la ministre de l'Éducation, elle est sortie de sa retraite. L'enseignante est sortie de sa retraite et a dit que la ministre de l'Éducation nationale mentait. Il y a même eu un journaliste, une sortie pour dire que ces enfants ont fait toute leur scolarité dans l'école littrée et qu'il n'y a pas eu d'absentéisme, comme Amélie Oudéa-Castéra en a parlé. Et l'enseignante en question a démenti les propos de la ministre de l'Éducation nationale en disant que non, j'ai bien été là tout le temps, mais que, en gros, Amélie Oudéa-Castéra, de son côté, a laissé son enfant, je pense, un trimestre dans l'école et son obsession, c'était quoi? C'était qu'il saute une classe. On voulait pas lui laisser sauter une classe, donc directement, hop, elle a mis son fils dans le privé. Et Amélie Oudéa-Castéra s'est donc retrouvée contrainte de faire des excuses publiques devant tout le monde. Elle a dû retourner à l'école littrée pour présenter ses excuses sous les casseroles des syndicats, des enseignants. Elle n'arrivait pas à trouver l'entrée de l'école, soi-disant qu'elle connaissait tant. Et une arrivée sous les sifflets, casserolades et huées pour Amélie Oudéa-Castéra. Ces excuses que je leur devais de les avoir blessées, j'ai pu aussi réévoquer le fait que je regrettais de les avoir citées, nommées. Mais quelle image! Quelle image de la ministre de l'Éducation nationale, c'était terrible. Une communication politique, comment est-ce qu'on peut commencer comme ça? Et c'est normal, c'est le jeu. C'est le jeu de la politique. Et moi, je pense que le problème, c'est qu'Amélie Oudéa-Castéra n'avait pas encore les armes, en fait. Des personnes, Pape Ndiaye a très bien compris, ça veut dire, on parle de l'éducation de mes enfants, en fait. Là, c'est l'éducation de mes enfants. Vous n'avez pas à rentrer dedans. C'est mon choix personnel. Gabriel Attal, voilà, il a essayé de se dépatouiller comme il pouvait. Mais Amélie Oudéa-Castéra est rentrée dans ce jeu-là. Et ça lui a coûté déjà une forme de légitimité. Et on a eu, par exemple, les manifestations des enseignants. Ministre actuellement, de par les casseroles qui sont révélées chaque jour, c'est juste indécent qu'elle soit encore là. Ces gars sont la gaffe un peu. Ça nous en fait une tous les jours, on n'a pas fait un bon best-of à la fin. Sans
oublier, bien sûr, Mediapart qui a rajouté son grain de sel et qui est parti fouiller dans les dossiers de Stanislas. Et là, ça a été catastrophique pour la ministre de l'Éducation nationale. On s'est rendu compte de quoi? Des pratiques illégales. Ça va de l'obligation à assister à des cours de religion, ça va au contournement du processus Parcoursup. Et sur les propos, on a par exemple la promotion des thérapies de conversion. Donc ça, c'est une pratique désormais interdite. Et donc là, on se disait, mais on est où? Quelle valeur la ministre de l'Éducation nationale est-elle en train de prôner pour mettre ses enfants dans des classes non mixtes? On tombe des nues. À la suite encore, on a appris que son fils aurait contourné le système de Parcoursup, tout en sachant que pour beaucoup de personnes, ce nouveau système est extrêmement inégalitaire. Et on se tournait les pouces en se disant, bah moi j'en ai pas besoin parce que ma mère elle est ministre, donc je sais très bien que dans tous les cas j'irai à Stanislas. Ça l'a achevé. Ça l'a achevé. Ce week-end, c'est mes valeurs éducatives de maman qui ont même été mises en doute. Déconnexion de la part d'Amélie Oudéa-Castéra dans les dossiers, mais le pire, c'est ce moment, je suis désolée, mais ce moment où il y a Amélie Oudéa-Castéra qui voit deux petits comme ça d'une école élémentaire publique qui portent des baskets et qui fait « Vous avez eu sport aujourd'hui ?» Et les petits qui te font, bah non, bah pourquoi vous portez des baskets? Peut-être parce qu'on porte des baskets tout le temps. Et moi, je remarque que 3 d'entre vous ont des baskets. Donc, vous en avez profité un peu pour bouger dans la cour de récré. J'ai pas compris. C'est quoi les baskets? Non, vous aimez le sport? On voit Gabriel Attal à côté en train de se décomposer parce qu'il sait. Et la tête de Gabriel Attal, si vous l'observez, c'est exactement la même tête qu'il a fait quand Amélie Oudéa-Castéra a fait sa sortie en disant oui, bon, il n'y a pas mort d'homme si mes enfants sont dans le privé, parce qu'il sait très bien. Gabriel Attal est un loup politique, donc il sait sentir quand ça pue. En fait, pour moi, déjà là, ça marquait la scission entre Gabriel Attal et Amélie Oudéa-Castéra. J'ai compris ce qui est sorti dans la presse par rapport à Gabriel Attal qui ne la souhaitait pas au ministère de l'Éducation nationale parce que elle ne collait pas à l'image de ce qu'on attend d'un ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, on a eu le recteur de Paris qui a présenté sa démission, mais c'était terrible pour l'image d'Amélie Oudéa-Castéra et elle n'a pas pu tenir plus longtemps. Moins d'un mois après son passage à l'Éducation nationale, voilà. On l'a remplacé, on a rappelé Nicole Belloubet, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Je crois que c'était la ministre de l'enseignement supérieur ou de l'Éducation nationale en lui disant, s'il te plaît, viens prendre la place d'Amélie, là. Il y a urgence, et voilà. Ce que je pense, quand il nous dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Moi, c'est Emmanuel Macron qui a sauvé Amélie Oudéa-Castéra. Je m'explique. À ce moment-là, d'accord, vers janvier-février 2024, c'était le moment de la loi immigration. Et vous avez un peu la branche gauche de Renaissance qui commençait à se soulever, dont Sacha Houlié. Et en fait, il se serait dit que Gabriel Attal aurait dit à Sacha Houlié de voter la loi immigration, d'arrêter de faire des vagues dessus, et comme ça, il lui passera le ministère des Sports. Politiquement parlant, tu sors de ça, de tout ce qu'Amélie Oudéa-Castéra a vécu, t'es mort. Je suis désolée, il n'y a pas de... Tu peux pas te sortir de ça. C'était une tempête politique, mais il fallait être là. On se disait, mais elle est complètement déconnectée. Elle peut pas être la ministre de l'Éducation nationale. Je suis désolée. Et donc, en fait, ça cachait aussi tout ce qu'elle faisait au niveau du ministère des Sports, en fait. Pour moi, elle a été trop gourmande. Elle avait un ministère régalien. Elle s'est dit, allez, je vais y aller. Le ministère des Sports, c'est petit, tout en sachant que tu vas quand même être ministre des Sports, mais des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est une fois tous les 100 ans, en fait. Donc, c'est suffisant. Je pense que voilà, elle s'est dit, je peux assumer ce gros dossier, mais par derrière, t'as le syndicat des enseignants. T'as le syndicat des enseignants. Mais surtout, moi, je pense aux enfants d'Amélie Oudéa-Castéra, qui pour certains, je pense, étaient en classe préparatoire, qui en interne à Stanislas, mais devaient vivre un enfer sur terre.
Parce que le problème avec la sortie d'Amélie Oudéa-Castéra, c'est qu'étant donné qu'elle a parlé en expliquant pourquoi est-ce qu'elle avait mis ses enfants à Stanislas, on a commencé à fouiller dans les dossiers de Stanislas. Et donc, quand on a vu qu'il n'y avait pas forcément de respect du contrat entre Stanislas et l'État, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a suspendu les subventions temporairement de Stanislas. Le directeur de Stanislas, en mode gestion de crise, les gars, a dû venir expliquer ce qu'il faisait dans le lycée. C'est l'actualité de ce matin, Mediapart qui révèle que vous auriez un système de contournement de Parcoursup. Qu'est-ce que vous répondez sur ce point? C'est important qu'on Eh bien, je vous remercie de me poser la question parce que je vois que ça fait le buzz en ce moment et je pense qu'il faut remettre les choses dans leurs proportions et dans leur réalité. Que se passe-t-il? Nous avons à peu près tout. Mais partout, Stanislas était sur toutes les lèvres. Et je me suis dit, mais c'est catastrophique. Et pourtant, Amélie Oudéa-Castéra est restée. Ça veut dire qu'elle a juste été remplacée par Nicole Belloubet et Sacha Houlié n'a pas eu le ministère des Sports. Je ferai une prochaine vidéo, l'aventure politique entre Sacha Houlié et Gabriel Attal, si ça vous intéresse. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est que c'est Emmanuel Macron. La survie politique d'Amélie Oudéa-Castéra ne tient que à Emmanuel Macron. Je suis désolée, mais pour moi, j'ai jamais vu ça. Normalement, voilà, t'es remercié, merci pour les services et ça part. Mais on sait très bien, ils ont été dans la même promotion, la promotion Sangor ensemble. Il y a eu la réforme de l'ENA, de l'École nationale d'administration qu'Emmanuel Macron avait portée en 2019. En 2019, en tant que président, il avait porté promotion Sangor avec Amélie Oudéa-Castéra. Donc, il y a une amitié entre les deux. Et après, ça marque aussi une forme de loyauté. Mais de l'autre côté, pour Gabriel Attal, moi, quand je le voyais tendu en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait encore là, en fait? Et quand vous voyez, si vous essayez un peu de suivre ce que je veux dire est-ce qu'Amélie Oudéa-Castéra était-elle trop bourgeoise codide pour faire de la politique? Il y a cet aspect-là. Là, je suis vraiment dans l'aspect déjà ministre de l'Éducation nationale. Tu peux pas être ministre de l'Éducation nationale en mettant tes gosses à Stanislas. Je suis désolée, tout en sachant que, attention, ministre de l'Éducation nationale, c'est pour l'école publique et l'école privée aussi. Je crois que l'école publique, c'est 70% du budget et l'école privée, c'est 30%. Mais quand bien même, ça touche les deux. Mais tu peux pas dénigrer parce que il faut que vous compreniez quelque chose. Un ministre, c'est le premier. D'accord? Quand t'es ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est le premier flic de France. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Intérieur, ça va s'occuper de toute la police, d'accord? De tout ce qui va toucher à la sécurité de l'État. Donc, quand tu es ministre de l'Éducation nationale, tu es la première professeure de France. Tu es la première professeure de France. Donc, tu ne peux pas arriver et dire oui bon bah moi j'ai enlevé mes gosses du public parce que et donner le plus gros cliché sur l'école publique, ça veut dire bah ces satanés fonctionnaires ils sont pas venus bosser. C'est comme ça que les enseignants ont pris la remarque d'Amélie Oudéa-Castéra. Pour eux c'était une gifle en pleine figure, alors qu'on sait très bien que l'éducation nationale, le système scolaire actuellement français est en crise. Et donc de l'autre côté, quand tu as encore la ministre de l'Éducation nationale qui vient devant des enfants qui portent des baskets, parce que oui, à Stanislas, il est interdit de porter des baskets, tu dois porter des chaussures de ville. Donc, c'est sûr que dans ton environnement, tu n'as pas l'habitude de voir des jeunes porter des baskets tous les jours, surtout pas pour partir à l'école. Et ben, ça fait totalement déconnecté. Tu es complètement déconnecté parce que tu es dans un entre-soi bourgeois qui fait que tu ne comprends pas cette réalité d'enfants qui vont aller à l'école en basket sans forcément avoir sport. Parce que pour toi, ça n'a pas de sens. Mais en tant que ministre de l'Éducation nationale, tu dois pas être choqué, tu dois pas te questionner en voyant des gamins porter des baskets. Je l'aime trop. Franchement. Je suis désolée, je l'aime trop. Je peux même pas être en colère parce que c'est juste trop mignon, c'est juste trop drôle en fait. C'est juste trop drôle, mais c'était pas le bon poste. Pour moi, ce n'était pas le bon poste. Et Amélie Oudéa-Castéra est restée au ministère des Sports. Elle avait le soutien des fédérations françaises sportives, des hauts dirigeants. Elle a un très bon réseau. Elle a bossé. Moi, c'est ce que je dis aussi. Il faut arrêter de dire Amélie Oudéa-Castéra, non, elle était là seulement. Non.
elle a bossé. Je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de la gymnaste qui avait été écartée par la Fédération française de gymnastique et donc qui a fait jouer sa double nationalité algérienne et qui a remporté l'or. La Fédération française de gymnastique a tout fait pour qu'elle ne puisse pas faire les jeux avec la Fédération algérienne de gymnastique. Mais c'est Amélie Oudéa Castéra qui aurait poussé pour ce dossier-là. Pareil avec Noël Le Graët, elle a fait bouger énormément de choses. Après, vous pouvez regarder Romain Molina qui a aussi fait un état des lieux sur le passage d'Amélie Oudéa Castéra au ministère des Sports. C'est intéressant, moi j'aime bien le regarder au niveau des dossiers sportifs. C'est vrai qu'il va te dire que voilà, elle a pas non plus tout changé, mais elle a tenu le cap. Elle a tenu le cap, elle a fait ce qu'il y avait à faire, elle a un peu essayé voilà de dépoussiérer tous les anciens qui sont là, qui veulent rester. Moi je trouve que déjà dans le sport, elle avait plus cette légitimité. Le réel problème d'Amélie Oudéa Castéra, pour moi, c'était la communication politique. Donc là, on l'a vu par exemple avec le dossier Stanislas et des écoles privées qui a été tellement mal géré. C'est aussi dans les mimites que là, on va arriver dans l'aspect bourgeoise codide. L'un des problèmes d'Amélie Oudéa Castéra est qu'elle a essayé d'incarner un personnage. Le fameux, on se souvient tous de la fausse polémique qui n'avait pas lieu d'être sur Aya Nakamura qui devait potentiellement performer sur du Edith Piaf. Au final, c'était sur du Charles Aznavour. Mais on a dit à Amélie Oudéa Castéra qu'est-ce qu'elle en pensait. Et vous en souvenez le oh Dja Dja. J'adore Dja Dja, j'adore Dja Dja. J'aime bien Dja Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Mais non, Madame Oudéa Castéra, pourquoi ça pour moi c'était une erreur politique. C'était comme si en fait t'avais les Français et t'essayais de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Vous avez eu le garde républicain qui dansait derrière Aya Nakamura qui a dit écoutez, moi c'est vrai que c'est pas dans mon registre musical Aya Nakamura, mais il y a des jeunes de la garde républicaine qui l'écoutaient et voilà, c'est un mélange, c'est la diversité, c'est voilà. Mais non, Amélie Oudéa Castéra, il faut qu'elle essaye de faire croire que oui, elle écoute que dans son iPhone sur Apple Music, elle a Doudou d'Aya Nakamura, elle écoute Dja Dja, elle écoute Copine. Non mais Amélie Oudéa Castéra, Madame la ministre, Donc ça, pour moi, ça a été un faux pas parce que tu sais très bien, t'as pas besoin de ça en politique pour te faire apprécier des gens. Tu n'as pas besoin de te faire passer pour quelqu'un d'autre en politique pour te faire apprécier. Et on le voit bien qu'Amélie Oudéa Castéra n'a pas du Aya Nakamura dans sa playlist Apple Music. On le ressent bien quand on voit Amélie Oudéa Castéra, parce que si déjà t'es surprise que des jeunes mettent des baskets pour aller à l'école, tu vas pas écouter Daddy de Aya Nakamura feat SDM. Je suis désolée, mais je crois que je vais trop rigoler sur cette vidéo. On a eu des passages comme ça, ou encore Amélie Oudéa Castéra qui va aller se baigner dans la Seine, mais c'était ça aussi pareil. Amélie Oudéa Castéra qui dégaine le burkini. Ça commence mal. Voilà, fallait que ça arrive. La glissade, la ministre des Sports qui... Je veux bien comprendre parce qu'il y avait cet aspect, voilà, les JO, c'est des choses sur lesquelles ils ont travaillé. Il y avait tellement de personnes qui étaient là, qui prenaient Anne Hidalgo, Amélie Oudéa Castéra et tous ceux qui travaillaient Valérie Pécresse de haut en disant que ça allait être une catastrophe. Et les JO approchent. Le monde a les yeux tournés sur Paris. Bien sûr que oui, que tu as envie de marquer l'histoire. Elle a aussi eu envie de faire un coup politique parce que normalement, c'était à Anne Hidalgo de se baigner en première. Elle a voulu partir. Amélie Oudéa Castéra a glissé. Elle a glissé. Normalement, elle était là pour montrer la propreté de la scène. Et elle va se baigner en burkini. Pourquoi, Madame la ministre?
Ça n'a aucun sens. Elle glisse, elle va se baigner en burkini et en plus elle fait ce petit cri, mais c'est trop mignon. Mais voilà, mais même au niveau de la communication, c'est pas ça. De l'autre côté, le lendemain ou je pense quelques jours après, on a Anne Hidalgo qui Paris en combinaison, eh bien, qui va dans la Seine, les pieds en avant, vous la voyez sur l'échelle. On voit tout son sourire, il y a beaucoup d'applaudissements, il y a beaucoup de monde qui regarde ce moment, vous le voyez en ce moment en direct sur BFM TV. Mais voilà, un petit maillot de bain, une pièce, même pas de bonnet de bain, et on lui met une petite échelle au cas où pour ne pas glisser. Encore une fois, problème de communication politique. Il y a eu toutes ces petites choses qui ont fait le personnage d'Amélie Oudéa Castéra, qui nous ont aussi fait aimer Amélie Oudéa Castéra, qui lui ont fait vivre l'aventure à 100%. Mais pour moi, le problème, c'est qu'elle était trop bourgeoise codide. Je m'explique. Et là, je sais que j'étais aussi revenue sur TikTok dessus. Si vous regardez, en politique, il y a énormément de bourgeois. Gabriel Attal fait même partie de la noblesse. Marine Le Pen a grandi dans un château où elle avait des majordomes avec des gants blancs. Mais quand vous les voyez, ils peuvent aller aux fêtes de la saucisse au fin fond du Vaucluse. Ils peuvent parler de manière totalement normale dans le 93, dans le 91, à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leurs armes depuis toujours et depuis tout jeune en politique. Effectivement, aujourd'hui, notre génération vote un peu moins que précédemment, au précédent scrutin. Mais les jeunes ont toujours été la classe d'âge qui votait le moins dans toutes les élections depuis le début de la 5e République. Je crois simplement qu'aujourd'hui, c'est plus dur pour nous par rapport à la génération de nos parents pour plusieurs raisons. D'abord, avec la chute du mur de Berlin, les différents repères identitaires sont moins nets qu'ils l'étaient avant pour s'engager. Ouais. Et ensuite... Moi, j'aime bien parler des codes parisiens. On me dit toujours, oui, mais pourquoi ce seraient les codes des bourgeois? Mais il y a aussi d'autres codes. Il y a aussi d'autres codes. Gabriel Attal, qu'est-ce qui s'est passé pour Gabriel Attal? Gabriel Attal était dans le mouvement de la jeunesse socialiste. L'Alsacienne, déjà, juste l'Alsacienne, voilà, il y avait ce côté où c'est quand même un entre-soi bourgeois, de la bourgeoisie assez artistique, mais il y avait peut-être pas un côté populaire, mais déjà c'était un peu plus relax que le côté Victor Duruy, Stanislas, très catho, très strict. D'accord, mais il y avait aussi le mouvement de la jeunesse socialiste. Ça veut dire que t'es adhérent, que tu sois descendant de la reine Elisabeth ou que tu fasses partie du 9-3, bah tu vas venir couper les carottes avec nous pour préparer le couscous pour 500 personnes. Tu vas aller militer, tracter en bedotte dans le 93 pour le Parti socialiste. Et donc, à partir de là, tu commences à comprendre que ce qu'on t'a appris dans ton environnement ne marche pas forcément dans un autre environnement. Il faudra être perméable et savoir t'adapter. Au front, on raffole des traditions locales. L'adaptation, le problème avec Amélie Oudéa Castéra, c'est qu'elle a voulu le faire directement sur le tas en étant ministre. Mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est pour ça que vous avez des personnalités politiques qui n'arrivent pas à perdurer dans le temps. Parce que ces personnalités-là, elles n'ont pas fait ce que j'appelle le baptême du feu. Pareil, vous vous souvenez de cette vidéo, on a Marion Maréchal Le Pen qui est en train de pleurer parce qu'elle essaye de débattre ceci, cela dans un petit marché et tout. Alors, excusez-moi, je réfléchis, en fait, j'ai pas tout en tête. Programme du FNJ? Non, pas le programme du FNJ, sur les actions sociales. Mais au niveau régional? Ouais. C'est l'amélioration de la vie des franciliens par les compétences de la région. C'est-à-dire les compétences de la région, c'est les lycées, déjà. Donc, en ce moment, la moindre des choses, c'est ce que tu as dit. Son électorat, elle a travaillé. Elle est partie au fin fond, dans les milieux ruraux. Elle a compris comment parler à cet électorat-là, comment parler aux gens, comment devenir plus populaire. C'est ça aussi, l'arme en politique. Et il y a énormément de personnalités politiques qui n'ont pas compris ça. Et donc, ça te donne des cas comme Amélie Oudéa Castéra, où tu essayes de venir comme tu es et tu essayes de jouer un personnage, peut-être avec des personnes que tu prends qui ont grandi dans le même environnement que toi. Ça veut dire un environnement extrêmement bourgeois, catho, très coincé. Et donc, quand t'es là et que tu vas dire « Oh, Djadja », ils vont dire « Oh là là, quelle folie !» Mais en fait, nous, on est là en mode... nous qui écoutons du Aya Nakamura comme ça, on se dit « Non, mais t'as jamais écouté Doudou ». Juste à l'air, on sait que t'as pas écouté Doudou.
Et c'est ça qui va créer la déconnexion. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se disent, mais quand je la regarde, j'ai l'impression qu'elle me prend pour une débile, qu'elle essaye de me parler, mais qu'on parle pas le même langage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu ce travail en amont. Pourquoi? Parce que même si Amélie Oudéa-Castéra, ok, elle a fait de ses 14 ans à ses 18 ans, elle a été dans les jeunes espoirs de tennis français, ok, mais elle est pas partie jouer au foot dans les quartiers nord de Marseille. Il faut arrêter. Donc, en vrai de vrai, elle a toujours été dans un environnement extrêmement bourgeois dans lequel elle n'est jamais sortie. Et ensuite, elle est passée dans la haute fonction publique. Elle est partie directement dans des postes de cadre, de haute fonction. Et donc, elle n'a jamais eu ce lien de proximité avec la population française. Et tout d'un coup, tu veux arriver, essayer de créer ce lien-là avec des personnes qui sont issues des mêmes cercles que toi, qui ne comprennent pas non plus la réalité, parce que dans les conseillers ministériels, je le dis et je le répète, c'est pareil, c'est des personnes qui ont fait l'ENA, c'est des hauts technocrates, et donc c'est pas des purs politiciens de pur jus. Donc quand tu vas dans le 93, c'est sûr que quand tu vas voir un petit avec des baskets, tu vas être ouh, quel monde, quelle découverte. Mais quand tu es ministre de l'Éducation nationale, ça doit être basique. On a eu, comment il s'appelait, Blanquer, là, qui était là en train de faire du sport, là, avec son petit caban, avec des jeunes comme 1, 2, 3, 4. C'est ça qu'on attend d'un ministre de l'Éducation nationale. J'ai mon alterne maintenant. Je suis gauche, pilote. J'ai les bras bien levés. J'ai la demande. Mon alterne. Je saute l'épaule et puis on sort les bras. Un petit foot, voilà. C'est basique, en fait, de voir tout ça. Et en fait, cette surprise crée de la déconnexion automatique avec le peuple français. Et c'est ça aussi que j'ai envie que vous compreniez. C'est que quand je dis bourgeoise codide, c'est pas quand t'es bourgeois, tu peux pas faire de la politique. C'est quand tu es là et que tu as les codes bourgeois, mais tu n'as pas d'autres codes, eh ben, ça va être compliqué pour toi de faire ta trace, de faire ta marque en politique. Mais pas forcément. Je peux dire, quand tu es trop fonctionnaire codide, quand tu vas être dans certains ministères, ça va être compliqué. Elisabeth Borne, très longtemps première ministre, mais au final, elle n'a pas autant détonné que Gabriel Attal. Dans son dernier livre, c'est ce qu'elle va dire. Oui, il y a une TikTokisation de la politique, non, c'est pas seulement ça. Mais Gabriel Attal, il a quand même compris. Il a compris que il y a une petite guerre qui joue, il y a une guerre d'opinion qui joue sur les réseaux sociaux, donc go for it. Moi, je vais aller faire mes petits edits, je vais aller mettre mes petites vidéos drôles sur les réseaux sociaux. Et Elisabeth Borne, on est resté dans ce côté très technocrate qui n'a pas laissé sa marque. Pourquoi? Parce que trop technocrate codide. 49.3, 49.3, 49.3, 49.3, c'est ce dont on se souvient avec Elisabeth Borne. Attention, ne vous méprenez pas. J'ai tout de même adoré le passage d'Amélie Oudéa-Castéra parce que dans tout ça, il y a une fausse naïveté parce que c'est une haute technocrate, hein. Les gars, elle était là, elle était à la direction de AXA, elle était à la direction de Carrefour. Je pense pas qu'elle était là à prendre cette petite voix niaise. Il y a aussi ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu ce personnage. Et non, Madame Oudéa-Castéra, on sait très bien qu'avec vous, ça devait filer droit. Avec vous, il n'y avait pas ces petites voix en réunion. Donc, pourquoi ça avec les Français? Est-ce que, de l'autre côté, ce que je me pose comme question, et c'est pour ça que ça marquait une part de sensibilité, est-ce qu'elle n'a pas aussi voulu montrer une forme de sensibilité aux Français, de montrer une autre facette d'elle-même aux Français? Ou juste ce que pour elle, les Français veulent voir d'un ministre ou d'une ministre de l'Éducation nationale. Voilà, c'est vrai que c'est un mystère pour moi, mais s'il y a bien une chose que je dis et que je répète, c'est que j'ai adoré la manière dont elle a vécu son aventure. Pour moi, Amélie Oudéa-Castéra, je pense que le passage à l'Éducation nationale, ça a vraiment marqué un frein à sa carrière politique. Je pense que si elle serait pas passée à l'Éducation nationale et que elle serait restée au ministère des Sports, elle aurait essayé de briguer un autre ministère, elle aurait voulu continuer et pourquoi pas devenir première ministre. Je vous dis la vérité, je pense vraiment qu'elle aurait voulu partir loin. Sa santé, elle avait cette grinta. Elle avait une petite grinta comme ça. La politique, ça s'apprend pas du jour au lendemain, c'est ce que je dis tout le temps. Ça s'apprend pas du jour au lendemain. Il y a 40 ministres, on les connaît pas tous. Il y en a 5 qu'on connaît, 5, 6, 7, parce que ils ont compris. Et quand tu regardes les profils, c'est ceux qui sont là depuis longtemps. C'est ceux qui ont compris ce qu'attendent les Français.
Et Amélie Oudéa-Castéra, il n'y avait pas forcément ça. Et je pense qu'après son passage à l'Éducation nationale, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais vivre l'aventure. Déjà, c'est incroyable qu'elle ait été ministre des Sports pendant les Jeux Olympiques, et ça se voyait qu'elle était juste émerveillée, qu'elle a adoré. Et c'est pour ça que ce passage, quand elle a sauté dans la Seine, on sentait que voilà, elle était là, elle se disait, vous savez quoi, je sais qu'après c'est fini pour moi. Donc autant kiffer à fond. Moi, ce passage, c'est comme ça que je l'ai vu. Je veux kiffer à fond les ballons, en fait. Ouh, ouh. Elle va me manquer, elle me manque déjà. Amélie Oudéa-Castéra me manque déjà parce que son aventure, elle a vécu. Et juste pour ça, je le dis et je le répète, merci madame. Parce que parfois, il manque de ça entre toutes les stratégies, les petites stratagèmes, les moi je veux du pouvoir, de l'ambition. On n'a plus ces politiques, ces personnalités politiques ou ces ministres qui sont là et qui veulent profiter, qui veulent ramener leurs pattes, leur pierre à l'édifice et dire, bah vous savez quoi, voilà, il y a eu les bons, il y a eu le mauvais, mais j'espère au moins que j'ai laissé quelque chose. Et je pense que son discours de passation qui a été long et pour toujours Amélie Oudéa-Castéra qui fait du Amélie Oudéa-Castéra, ça a été silent. Elle avait besoin de le dire. Elle a compris à la dure, la politique c'est à la dure qu'on apprend. Et je pense pas qu'on la reverra de sitôt, après qui sait. Mais merci madame la ministre des Sports, merci madame la ministre de l'Éducation nationale. Merci pour les travaux et merci pour ces moments de fun. Merci pour ces moments d'incompréhension aussi, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de repartager, de vous abonner à la chaîne pour me donner maximum de soutien et de force. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.